Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je ne suis pas seul puisque avec moi vous avez ici l'ami Romain Rimbaud pour notre énième rendez-vous du journal de Mickey. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va vraiment bien et j'en suis très content, ça va faire du bien de parler de cinéma et de Mickey ce soir. Ça va être vraiment Oui, agréable. épisode estival alors qu'au moment où tu enregistres, tu as le nez dans des copies et autres joyeusetés à venir. Donc un petit côté défouloir, mais ça va quand même parler de philosophie et de cinéma. C'est un petit peu ça que Romain fait dans sa vraie vie. Mais la vraie vie, c'est aussi discuter de 7e art. Et alors, comme d'habitude avec Takashi Miike, on peut le dire, on n'a pas été déçu du voyage. On ne va pas encore spoiler notre avis. Mais ce qui est certain, alors que je corrige un petit truc, parce que j'ai failli mettre une bêtise, on va parler donc de First Love, le dernier Yakuza, ou en version originale, Hatsukoi, et pas First Love. Voilà, non, ça ne marche pas à tous les coups. Et alors, j'ai corrigé la date, j'avais laissé une mauvaise date. C'est bel et bien 2019 la sortie de ce film, ce qui veut dire que c'est le Mickey le plus récent que nous ayons évoqué jusqu'ici. Et j'ai même envie de dire que c'est un Mickey qui a eu une bonne distribution, qui a été vu par pas mal de gens qui ont découvert Mickey au cinéma grâce à ce film. Ce qui prouve que sur ces dernières années, il a cette réputation, Takashi Miike, et qu'il peut se faire vendre aussi. Ce que l'on espère que voilà, ce sera la même chose pour son prochain Bad Lieutenant Tokyo. Et alors, scénario de Masa Nakamura, on peut le citer, parce qu'il a fait Bird People in China notamment, et d'autres. C'est visiblement un collaborateur de longue date de Mickey, même si des fois on dit ça en off, on se demande si c'est pas des prête-noms et Mickey lui-même qui fait des scénarios, mais ça restera un petit mystère, et tant mieux peut-être. Vaut mieux que ça reste un mystère. Et au casting de ce First Love, nous avons dans le rôle principal de Léo, un jeune boxeur et plus si affinité, Masataka Kubota, qui n'est pas forcément très connu chez nous, mais qu'on a récemment vu dans Cloud de Kiyoshi Kurosawa, qui nous fait son triptyque là en 2025, enfin sorti déjà un petit peu au Japon. Nous reconnaîtrons dans le rôle du flic véreux Nao Omori, qui était Ichi dans Ichi the Killer et qui a changé un petit peu, mais là aussi c'est un habitué du cinéma de Takashi Miike. Le jeune Kaze, est joué par Shota Sometani, qu'on a vu dans Lesson of the Evil, donc c'est un des jeunes, donc un peu grandi mais qui reste très jeune quand même. Et on va citer du côté féminin la présence de Sakurako Konishi, qui joue l'héroïne, Yuri, ou alias Monica, et Becky, c'est son surnom de scène, qui est à moitié américaine d'ailleurs, je crois, et qui est chanteuse pop, etc., et qui joue une yakuza qui a la rage, disons-le. Et il y a même une yakuza chinoise, pas facile à dire, qui est quand même jouée par une japonaise, Mami Fujioka. Mamie, mais quand même qui est jeune. Voilà, c'était pour la blague. C'était gratuit. Oui, parce que chinois, Japon, bon, c'est pas la première fois que Takashi Miike mélange la Chine et le Japon et les communautés extérieures non japonaises au Japon. C'est quand même une des thématiques principales du cinéma de Takashi Miike. Et ici, on va suivre quelqu'un qui n'est pas du tout dans le crime. C'est pas du tout son destin. C'est un jeune boxeur, Léo, qui a l'air assez mutique, qui est très bon sur le ring, mais un petit peu blasé aussi. On sent qu'il est plus ou moins orphelin et solitaire. Et un beau jour, il va lui arriver un gros souci. Et on va lui détecter une tumeur au cerveau. Après un mauvais coup sur le ring, vraiment pas de bol. Donc il aurait plus que quelques mois à vivre. Et le destin, littéralement, va lui faire croiser le chemin d'une call girl, on va dire ça comme ça, Monica, c'est son nom de scène, enfin de scène de travail, Yuri, de son nom à l'état civil, qui, elle, par exemple, fuit autre chose. Elle fuit un gars qui lui veut du mal, et en plus, on l'a fait tremper dans des problèmes de drogue, elle est en manque. C'est Cosette, quoi. Voilà, disons-le. C'est Cosette à Tokyo, et c'est très triste. Et les deux, qui sont dans le désespoir absolu, vont s'entrechoquer, et une histoire va démarrer. Et peut-être, pour l'un et pour l'autre, ou pas, le titre peut être sujet à interprétation, peut-être un First Love, un Hatsukoi va naître, et une idée d'espoir, de lueur dans un Tokyo très sombre, évidemment, gangréné par les guerres du crime avec un flic véreux. Enfin, c'est des tropes qu'on a déjà vus, et déjà chez Miike, et chez Kitano, et on en passe. Et nous découvrons ce First Love sur le tard tous les deux. Et du coup, mon cher Romain, qu'as-tu pensé de ce premier visionnage? Je pense assez chargé en émotions quand même. C'est riche, c'est un film très, très, très riche. Il
Il y a énormément de choses, autant sur le fond que sur la forme. C'est pour ça que ça devient un film vraiment passionnant et que tu vois, quand j'ai fini de le voir, j'ai eu envie de le revoir. En fait, j'ai envie de le revoir parce qu'il y a plein de choses que j'ai dû louper. Il y a des petites choses que j'ai pris par bribes en me disant OK, parce que je suis quand même l'histoire et la narration est quand même très, très pareil, hyper riche. Il y a des rebondissements continuellement, et cetera. Et en plus, tout ça, ce travail de rebondissement continuel, de continuellement, il y a des remises en jeu qui se suivent les unes par rapport aux autres. Tout ça, ça va aussi avec le fond du film, hein, sur cette question du effectivement, tu dis du destin, du hasard, des personnages qui vont se croiser, du sens de l'existence, comme on l'a vu très souvent chez Mickey aussi. Donc il y a tout ça qui est toujours très, très présent au fond et puis, bah, c'est un festin visuel aussi, quoi. C'est une éclate totale tout le temps. Il y a plein d'idées, ça mélange plein de genres. Il y a de la comédie romantique à des moments un peu sombre, c'est de la comédie noire, c'est du thriller, c'est du film de yakuza. Il y a des éléments presque à certains moments que moi je trouve hyper réussis aussi. On est presque dans le film de fantôme avec des visuels qui pourraient rappeler dans une certaine mesure, notamment dans les apparitions d'un certain personnage de manière fantomatique, des éléments qu'on trouve chez Kurosawa quasiment, dans la manière d'apparaître. Il y a un personnage à un moment donné fantomatique qui court vers l'héroïne soudainement et ça fonctionne aussi. Donc il y a tout ça, c'est hyper, hyper riche. Il y a effectivement quelque chose de très tarantinesque, mais on en a déjà parlé. Tarantino nourrit Mickey, Mickey a nourri Tarantino, les 2 se sont côtoyés. Sukiyaki Western Django les a fait se côtoyer de manière directe. Hostel les a fait se côtoyer comme, Tarantino était le producteur d'Eli Roth, Mickey fait un petit bref, continuellement ils se croisent, ils s'entrecroisent et le film, je trouve qu'il l'amène un petit peu tout ça. C'est, je trouve, vraiment un film somme, en fait. Il y a ce truc-là. C'est un film choral aussi, enfin, il y a plein de choses. C'est hyper réjouissant. Il y a tout ce qu'on trouve chez Mickey. C'est peut-être plus lisse que parfois le film, mais en tout cas et je pense que c'est pour ça qu'il a été plus facilement distribué. Je trouve que c'est un film qui est finalement, on va dire lisse, c'est peut-être pas le bon mot. C'est pas oublions lisse, ce que je viens de dire, mais c'est plus grand public. C'est Il y a facile, un c'est plus écran facile d'accès. aussi. Voilà. Il y a une ambiance à un écran qui fait que ça peut. Alors, c'est ça qui est fort dans ce film, c'est qu'il y a un côté très soigné Mmh. esthétiquement et parfois sage, faussement sage, parce qu'il y a des explosions mickesques par moments qui, certes, sont peut-être moins folles qu'on a pu voir avant, mais quand même, on va dire dans l'ensemble, ça fait sens. Dès le début, d'ailleurs, on va y revenir parce qu'on va passer quelques petites photos et tout, comme on prend l'habitude maintenant. Merci StreamYard de nous le permettre. Mais comme tu l'as dit d'ailleurs, côté western, alors c'est un western urbain Ouais. criminel, yakuza avec ambiance ex-samouraï, toujours ce lien-là. Hein. Il y en a qui se baladent avec des sabres, etc. Et c'est intéressant parce que le scénariste Nakamura a aussi écrit Sukiyaki Western Django. Donc, si ce n'est pas Mickey, c'est quand même. Il y a une logique finalement entre Bird People in China, là c'est plutôt les Bird People de China qui viennent d'une certaine manière au Japon et le côté western urbain absolu sombre, avec des trucs qui sont un peu clichésques presque, mais Mmh. ça fonctionne. Et c'est dans l'établissement du film noir thriller, mais l'essentiel est ailleurs. Et moi, j'ai beaucoup aimé le film à partir du moment où j'ai lâché l'intrigue principale, c'est histoire de drogue, machin, on s'en fiche. Il y a des personnages, on pourrait croire que c'est des PNJ de machin, avec le boss qui sort de prison, le jeune gangster qui va accueillir son boss, le flic véreux. Mais en fait, ils ont tous leur petit lore et en fait, tu vas suivre leur destin. C'est un film de destin global. Il va y avoir une résolution parce que ça joue là-dessus pour un final qui est remarquable. Une des meilleures fins de Mickey, d'ailleurs, hein, je trouve. Ouais, très, très Et beau. c'est vrai que même le tout dernier plan, d'ailleurs, mais tout le dernier plan et les apparitions fantômes font très Kiyoshi Kurosawa. Tout ça fait Kiyoshi Kurosawa, même si les deux n'ont pas tout à fait le même cinéma, quand même. Mais il y a des apparences qui reviennent, des obsessions qui font que ce sont deux réalisateurs, je pense, on peut le dire, qui observent le monde Mmh. et qui regardent le monde pas forcément avec un pessimisme non plus, parce qu'il y a des lueurs d'espoir, mais avec un regard grave sur la société. Et une nouvelle fois, Mickey ici pose un regard sur l'évolution humaine dans la société japonaise, quand bien même à un moment, on a du Mickey qui parle à travers ses personnages dans un resto chinois, on y reviendra après. Mais ce qui est assez extraordinaire aussi dans la façon que Mickey a de poser l'exposition de son film, c'est que c'est pas évident hein, d'ouvrir sur plusieurs personnages comme ça, mais il le fait super bien. Et dès le début, bon, on a un truc qui est assez facile à faire au départ, c'est nous présenter donc le héros sur son ring. Alors c'est pas Farang et tout, mais je pensais à ça. C'est pas le même pays, mais dans la T'inquiète, colorimétrie, il y j'y a ai ce pensé côté-là. aussi, hein, t'inquiète pas, j'y ai pensé aussi, Voilà. hein. T'as une colorimétrie qui est intéressante d'ailleurs, Ouais. et t'as des plans où ils s'amusent à filmer la boxe, hein, peut-être façon Scorsese ou autre. Plus, on serait peut-être quoique plutôt Rocky, je sais pas. Mais bon, ils s'amusent avec ce sport.
de mémoire, c'est peut-être la première fois qu'on voit Mickey jouer avec la boxe. Je sais que Kitano l'a fait avec Kids Return, hein, mais c'est intéressant parce qu'il y a des petits moments de chorégraphie et tout. Et rien que sur les combats et l'entraînement avant avec la musique dans les oreilles, la façon dont il se donne à fond et l'après-combat, on a tout simplement la présentation de Léo et on comprend sa psychologie sans le moindre mot et en 2-3 minutes, quoi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Et là, c'est la caméra qui parle, c'est pas le scénario, hein. Mais il le fait pour tous les persos, ça que je trouve génial, c'est que Et c'est tu ça. le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de persos, ce sont des archétypes, c'est vrai, mais en même temps, à chacun, effectivement, comme tu l'as dit, a sa petite histoire, son petit lore qui fait que ces personnages, ils existent en fait. Ce ne sont pas que des archétypes qu'on voit se déplacer comme tu. Je pense que le mot quand tu parlais de PNJ, je trouve il y a ce truc-là, on pourrait avoir l'impression vraiment d'archétypes qui sont assez vides. Là, ils ont tous leur histoire, ils sont tous attachants. Tu comprends toute leur trajectoire, tu prends tous leurs enjeux extrêmement vite. C'est hyper bien écrit, je trouve, dans cette simplicité, dans cette efficacité. Et tu parles de cette séquence de baston, ça m'a fait beaucoup penser aussi à Tokyo Fist de Tsukamoto aussi, parce qu'il y a moins le côté, si je puis dire, un peu opératique de Scorsese. C'est beaucoup plus brut, même s'il y a une. Alors, si on compare vraiment à Tsukamoto, c'est moins brut que Tsukamoto, parce qu'effectivement, tu as dit, il y a un travail sur la lumière que je trouve vraiment magnifique et qui donne plein d'ambiance à plein de moments du film, avec le travail sur les couleurs, effectivement, qui vont vraiment baigner. Vraiment, il y a vraiment, c'est que la lumière, avec des couleurs très précises, va baigner des séquences pour si vous voulez, renforcer le sens, renforcer l'ambiance, renforcer l'émotion. Et je trouve vraiment cette séquence de départ, tu le dis très bien, qui est quasiment muette, d'une beauté et d'une efficacité dans la manière effectivement de faire comprendre immédiatement les enjeux. Et en plus, en parallèle, effectivement, il y a un montage alterné à la fin de la Ah, séquence avec quelque chose qui se passe en extérieur et qui là nous ramène à quelque chose de très mickesque. Là, pour le coup, on a un plan gore quand même, mine de rien. Et là, oui, là, je sais où je suis aussi. Et on est bah c'est parti. ça. Vous voyez, il y a un petit truc au milieu là du plan, hein, un petit truc posé au sol. Ce n'est pas un sac, voilà, c'est une tête. Oui, parce qu'il se prend un coup sur. Non, Léo donne un coup à son adversaire. Transition, on a l'impression que c'est la tête qui parle. Non, c'est pas la tête de l'adversaire qui l'a décapité, non. Mais à côté, dans une boîte à côté ou dans ce Tokyo, là aussi un Tokyo by Night remarquable, mais Mm. avec des sombres quand même. Il y a un côté crasseux et esthétique à la fois. C'est très intéressant ça. Et ben à côté, tu as des Yakuza. Alors ici, c'est peut-être des Chinois, on ne sait pas, qui auraient décapité un Philippin qui travaillerait pour les Yakuza japonais. C'est intéressant ce début parce que on apprend. Là, après, il y a l'enquête, hein, etc. Mais enfin, l'enquête, lol, l'enquête. Hein. Mais on apprend voilà donc c'est un Philippin, qu'il y a des Yakuza japonais et tu as des Chinois qui veulent entrer en guerre. Donc l'idée que le crime vient de partout, asiatique au sens large, dans un Tokyo de plus en plus cosmopolite, mais avec des êtres humains qui n'arrivent pas à vivre ensemble. Oui. C'est ça aussi. Et Mickey, il le questionne d'emblée. C'est vrai qu'avec le côté Mickey, on voit la tête se rouler, et même dans le plan d'après, on voit les yeux encore cligner et tout. Ce qui est vrai d'ailleurs, ce qui est terrible, mais vrai. Il y a des témoignages comme quoi il y a encore les nerfs qui fonctionnent, et que le cerveau apparemment fonctionnerait encore 3-4 secondes après la tête coupée. Ça va être sympathique. Chose qui Voilà. réussit. Bon, non, pardon, j'avais spoilé. Oublie. On en reparlera plus tard. Mais de toute façon, voilà, il y a ça. Donc cette introduction qui nous met in medias res, c'est-à-dire dans le Tokyo criminel, et à côté, tu as Léo qui essaye de vivre sa vie, peut-être son rêve, on ne sait pas, parce que en parallèle, tu as quand même l'idée que il y a un journaliste qui vient le voir et qui lui dit ah, t'es très doué. Alors, c'est pas un journaliste ou un entraîneur, je sais plus, qui vient lui dire t'es très doué Oui, et tout à tout, tu fait. peux être un futur champion. Et Léo, il est là en mode ouais, il vient de gagner avec son entraîneur. Ouais, voilà, ouais, hein, comme ça. Et c'est comme si d'ailleurs il anticipait avec cette transition-là et cette scène-là le drame dans lequel il va être impliqué au final. Mm. Parce qu'après, il y a l'annonce, une annonce terrible. Euh, c'est une annonce qui peut tomber un petit peu comme ça de nulle part, mais qui renforce d'emblée la tragédie et la dramaturgie du Ouais. truc. Quoi. C'est Mais on en intéressant parce que reparlera après, ouais, parce que évidemment. la construction de ce perso est quand même vraiment intéressant. C'est un personnage qui effectivement ne parle que très peu et on comprend tout à travers. Il a un jeu super intéressant en fait, l'acteur. Moi, je le trouve vraiment Il est bon étonnant. l'acteur. Ouais, parce qu'il est caché sous ses cheveux en plus, parce qu'il a une grosse chevelure assez épaisse qui cache en partie son regard en fait. Et je trouve ça c'est assez intéressant de comment il travaille aussi son visage. Et effectivement, il passe vraiment du tout au tout de cet ennui, parce que c'est vraiment un ennui existentiel où il s'emmerde. On lui dit très bien, d'ailleurs, il dit très bien qu'il ne sait pas pourquoi il se bat en fait, en réalité. Et cette rencontre dont tu parlais tout à l'heure pour parler du synopsis va lui donner une raison de se battre.
sans, et on le verra un petit peu plus tard, forcément que le film aille vraiment où on veut qu'il aille en fait. Je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure, mais il y a un truc où le film contrecarre continuellement les attentes quand même si il te donne quelque chose pour te dire voilà, tu as ces attentes-là, je te donne un petit truc, mais je te le donne peut-être pas de la manière à laquelle tu t'attends que je te le donne le truc. Et c'est vraiment intéressant pour ça, parce que moi j'ai été étonné à plein de moments. Et il y a un truc que tu disais aussi sur la nuit, que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment le film joue sur une forme d'unité de temps aussi, où ça se passe sur une nuit. C'est Et ça, c'est ouais. aussi très intéressant avec cette idée de l'aube. Bon, là, comme il y a une unité de temps, à la fin, on va finir sur l'aube quand même. Et pareil, l'aube a du sens. Elle est vraiment intéressante aussi, avec un personnage qui arrivera un petit peu plus tard dans la narration. Donc tout ça est vraiment hyper bien intriqué, hyper bien pensé, hyper bien écrit. Et aussi le Tokyo Nocturne, comme tu disais tout à l'heure, il est, pareil, je trouve magnifiquement filmé. Et toujours pour revenir sur la question de la lumière, je trouve que travailler sur les néons, comme c'est vraiment le Tokyo Nocturne, sur toutes la lumière qui est émise par les différents néons de bar, enfin, c'est super beau. C'est vraiment, moi je trouve que c'est un des films de Mickey les plus travaillés en termes de lumière. Moi, c'est ça qui m'a assez halluciné en fait, pour poser une ambiance, c'est vraiment magnifique. Et un petit côté, voilà, il y a vraiment le côté glauque des extérieurs, mais de l'intérieur, Mmh. notamment quand on présente notre personnage féminin principal. Tragédie, hein, la première chose qu'on voit, c'est ce Ouais. regard qui est pénétré d'angoisse et de traumatisme. D'ailleurs, ce qu'elle regarde, c'est plus ou moins une hallucination, hein, on y reviendra après, le côté fantôme et tout. C'est un personnage vraiment qui a cette tragédie intérieure dont on attend peut-être le réveil, d'une sorte, pour qu'elle Mmh. parte en vengeance. On aimerait que ce soit un personnage à la Audition, hein, presque. Oui. Hein. Même s'il y a un autre personnage féminin qui pourrait en plus survolter aussi l'être. Mais là, on pourrait imaginer voilà, que ça fait très surécrit dans la tragédie. Et c'est vrai que la pauvre, elle a tout le poids sur ses épaules. Bon, prostituée, là, visiblement, il y a un gros problème avec le père, on y reviendra. Mmh. Elle est abusée par 2 yakuza, en gros, qui veulent en plus lui mettre sur le dos des trucs. C'est l'horrible, c'est horrible ce qui lui arrive à cette dame. Oui, puis elle a des dettes à rembourser, donc elle se prostituait pour rembourser ses dettes. En Et c'est plus, atroce. Et ce que j'aime bien, par contre, ce que je vois, c'est là où on voit que Mickey a évolué dans cette manière. Je dis pas en mieux ou en moins bien, c'est pas du tout la question. Il a changé. Je trouve que tout le calvaire là qu'elle subit, dans d'autres films, peut-être plus tôt dans sa carrière, ça peut être Audition, ça peut être Visitor Q, ça peut être Itchy the Killer, Mickey l'aurait montré. Et là, ce qui est très étonnant, c'est que la seule chose qui nous dit la souffrance de ce personnage-là, c'est ce plan, ce gros plan sur ce visage où on ne voit que son œil terrifié par l'hallucination qu'elle est en train de voir. Moi qui me fait c'est curieux, mais moi, quand j'ai vu ce plan-là, ça m'a fait penser à l'œil de Sadako chez Nakata mmh, aussi. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans ce personnage qui est un personnage au début complètement photomatique, qui erre un petit peu dans les rues, qui c'est soudainement, ça. effectivement, est tiré un peu de sa torpeur par ses hallucinations de ce personnage en slip qui est à la fois ridicule, grotesque et en même temps qui parvient à être assez terrifiant, en fait. Et d'ailleurs, ce croisement entre ridicule, grotesque et peur va se concrétiser véritablement dans une séquence dans le métro, que je trouve très drôle aussi, qui vraiment croise ce truc-là. Et je trouve le Montrer l'homme personnage en vraiment. slip. Et voilà le slip. Alors, toi qui aimes bien les personnes âgées dénudées dans les films d'horreur, on était à 2 doigts. Ouais. Il est un peu trop jeune, un peu trop jeune. Voilà, et puis bon, il n'est pas vraiment tout nu. Mais c'est Non. c'est le père. Alors, ce que tu dis d'ailleurs est très juste sur l'idée du personnage fantôme. C'est là où on est dans la même obsession que Kiyoshi Kurosawa, qui fait encore, hein, d'une certaine manière, des films de fantômes, mais aujourd'hui, il transitionne ces fantômes vers les gens du réel qui sont vampirisés, aspirés et fantomisés par le monde d'aujourd'hui qui les déshumanise. Quoi. Enfin, déshumanisés dans le sens qui leur aspire toute énergie vitale. Et là, c'est le clair, hein, elle est carrément mort-vivante, quoi, autant te dire. Et elle voit cette hallucination-là, il apparaît comme un fantôme. On peut imaginer que le père est mort, mais qu'il a peut-être fait subir quelques sévices aussi. Enfin, Ouais. on peut tout imaginer, hein, mais mon avis, c'est plus ou moins ça. Et oui, c'est vrai que cette hallucination-là que l'on voit à un moment dans la rue, à la base, c'est juste en face un yakuza qui la course. Hein. Mais Mmh. bon, comme quoi le mal aussi est partout. Mmh. Alors pourtant, c'est pas un film scénarisé par Alex Garland, hein, qui a encore frappé fort récemment sur le mal alpha, qui est lui aussi tout nu dans Oui, 28, oui, tout à 28 ans fait. plus tard. C'est un film très. Voilà. D'ailleurs, 28 ans plus tard, petit aparté comme ça qu'on a beaucoup aimé, toi et moi, c'est Men 2 hein, aussi. Voilà. Ouais, totalement, mais je suis d'accord.
Mais c'est intéressant dans cette idée que le mal, le père, c'est le mal pour elle parce qu'il l'a mise dans cette situation de Mmh. de plein de raisons. Et c'est la représentant aussi du patriarcat japonais, le père, quoi. Oui. Et les Et ce qui est yakuza. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des hommes chez les yakuza, mais on en parlera après. ce qui est étonnant en plus, c'est que c'est cette séquence-là qui va amener en fait le Oui, personnage de Monica à rencontrer Léo. Avec une sorte de quiproquo, parce que le film joue beaucoup sur tout un tas de quiproquos et je trouve ça intéressant de créer un quiproquo avec une sorte d'hallucination. Je trouve que c'est intéressant c'est un truc qu'on voit pas souvent en tant que tel. Le quiproquo est souvent créé par des personnages qui sont existants dans le truc, dans le cadre, véritablement. Enfin, lui existe dans le cadre, mais il existe que dans la perception de ce personnage-là. Et c'est justement le fait qu'elle fuit ce personnage de fantôme, et non la personne avec qui elle est, à savoir le flic véreux, parce que c'est pas lui qu'elle fuit de prime abord, qui va amener Léo, qui la croise fuyant son hallucination, à penser que c'est le flic véreux qui l'agresse à l'instant T, et qui va fracasser la gueule du flic véreux pour pouvoir prendre sous son aile le personnage de Monica. Et ils vont partir tous les deux un petit peu, et là on va suivre leurs errances jusqu'à l'explosion, si je puis dire, parce qu'il y a un travail sur la montée en tension jusqu'au climax qui est vraiment intéressant. j'ai envie de dire, le flic véreux, on va vous le montrer là, c'est qu'il est confondu avec un yakuza et tout machin, parce que techniquement, en tant que tel, il l'est, quoi. Voilà, il y a une odeur de guerre dans l'air qu'il dit. Ouais, ouais. Sauf que lui, ça l'amuse. Mais clairement, littéralement, ça l'amuse. Il y a eu un Philippin décapité, et là, en mode, oh là là, alors c'est un coup des Chinois, bah dis donc, hey, salut ton boss qui sort de prison, lui, il est là, il s'en fout. C'est un personnage très kitanesque, d'ailleurs, Oui. ce flic corrompu. Voilà. Ah, mais tous les Yakuza, je trouve il y a quelque chose de très clair dans la manière, mais ça c'était déjà le cas dans Dead or Alive aussi, hein, parce que je trouve que le film, mine de rien, se rapproche beaucoup enfin, Dead or Alive 2 en particulier, même du premier un petit peu, dans la manière dont Mickey travaille le personnage du Yakuza, en fait. Encore une fois, c'est dans cette manière de travailler l'archétype, mais comme faisait Kitano avant, hein. C'est pour ça que c'est très kitanesque aussi, hein, de comment faire, de montrer l'humain derrière cet archétype du mafieux. Et il le faisait vachement bien dans Dead or Alive et Yakuza, mais qui était déjà quelque chose qu'on trouvait chez Kitano, des Yakuza qui vont jouer sur la plage. Ça, on n'a pas ça ici. On n'a pas ce retour à l'enfance. Quand même, Il n'y on a a pas quand de même un plage. Yakuza qui est très enfant. En fait, ce Yakuza qu'on voit ici à gauche, le très jeune, c'est un gosse, c'est un capricieux qui fait des caprices de gosse continuellement, qui m'a beaucoup Un fait penser personnage dans de manga. certaines. Oui, un C'est personnage, presque un personnage de manga et tout à fait. on en reviendra après parce que Takashi Miike, il a eu aussi cette influence manga parce qu'il en a adapté et puis Mm. même stylistiquement, des fois, il s'empare du médium manga un petit peu dans ses films. Donc c'est intéressant. Et pour en revenir à ce que tu disais, parce que pour le coup, voilà, on va rajouter ça plutôt. Pour le coup, ce personnage fantôme-là, fantomisé par la vie et tout, Léo, le boxeur, c'est un peu pareil. Même Bien avant sûr. qu'on lui annonce qu'il va crever, il est là, il erre sur le ring. Alors, il est très bon, mais il répond pas vraiment. Il n'a pas l'air très passionné. Et on voit d'ailleurs, il y a un flash, très vite, un flashback où on voit un bébé dans un verso. Où c'est Ouais. probablement lui qui, probablement, lui aussi a été abandonné. Et c'est un abandonné de la vie aussi. Et il se bat parce que c'est la seule chose qu'il sait faire. D'ailleurs, je crois qu'il le dit plus ou moins. Boxer, c'est le seul truc qu'il fait, quoi. C'est, et Mais c'est travailler dans un restaurant chinois. Mais le gars, il n'a pas il a pas de caractéristiques sociales véritables, en fait. Il y a beaucoup c'est de personnages qui errent dans ce Tokyo, et ceux qui n'errent pas vraiment, bah, c'est des mafieux, mmh. grosso modo. Mais ça, en fait, il y a toujours ce côté chez Mickey, c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure des Chinois, des Philippins, et cetera. Mickey, je trouve il y a toujours quelque chose sur les déracinés, c'est quelque chose qui l'intéresse, je pense, beaucoup. Les déracinés au Japon, ceux qui ne sont pas japonais et qui sont, expatriés au Japon et qui essaient de construire quelque chose là. Aussi à l'étranger, parce qu'on a quand même des films de Mickey qui se passent à l'étranger, mais dans lequel il y a des Japonais qui sont de fait déracinés parce qu'ils ne sont pas chez eux. Et il y a ce truc-là des déracinés qui sont des laissés pour compte, qui n'ont pas de parents à qui se raccorder, qui sont obligés d'avoir toute la charge de la responsabilité sur eux des actes qu'ils commettent. Et je trouve ça très intéressant parce que le film joue vraiment là-dessus. Mais c'est pareil, Dead or Alive avait ces trucs-là aussi sur les personnages orphelins qui étaient dans l'orphelinat qui se rencontraient, les deux personnages, dans Ouais, le 2 notamment. oui. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui est vachement important pour lui. C'est comment ces personnages vont se construire une famille alors qu'ils n'en ont pas en réalité. Et tout ce qui se passe avec Monica, il y a ce truc-là. Il y a la relation qu'on verra un petit peu plus tard avec le Yakuza qui sort de prison, qui est aussi intéressant dans la relation, qu'on verra un petit peu plus tard sur la section spoiler. Mais où il y a cette idée quand même de créer quelque chose, cette quête du père, qui est quand même quelque chose qui est très récurrent aussi chez Mickey. Et je trouve ça vachement intéressant parce que sous prétexte, enfin sous l'apparat de faire un truc où on déconne, c'est bonne ambiance, il y a une violence un peu jouissive, un peu rigolote, un peu grotesque.
Bah, Mickey, comme d'habitude, en réalité, il est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît et c'est sous le on va dire sous l'apparat de l'amusement et c'est peut-être grâce, à ce côté divertissant et amusant qu'on arrive à faire passer des choses beaucoup plus profondes qu'il n'y paraît. Ouais, le côté divertissement, ne serait-ce que défouloir aussi, comme, Oui et des comme le sport, comme l'est la boxe pour Léo. Et il y a aussi d'autres défouloirs, comme le personnage de Julie, donc l'une des deux qui en veut à Yuri, qui veut lui coller tous les trucs par rapport à la drogue. Mais elle aussi, au-delà de sa rage, elle est toujours en train d'être en colère et d'avoir la rage. On la voit ici. Quand là, il y a quelqu'un, c'est son plus ou moins petit ami, on ne sait pas trop, ou proxénète, on n'en sait rien. Mais bon, qui est mort, quoi. Elle va rentrer dans une colère. Et là encore, magnifique jeu de néon. Hein. C'est pas du Nicolas Winding Refn. Ça aurait vu. Mais elle aussi, on peut imaginer derrière le fait qu'elle soit complètement perdue, paumée, pour arriver dans cet excès de violence et de rage. Quoi. mais il est tout pour elle, hein, Personnage ça se voit. intéressant, cependant. Hein. Personnage Tout à intéressant. fait. Et son copain, Mais, enfin son copain Mac ou pas, c'est quand même ouais, il est tout pour elle, hein. Et il y a quand il est mort, c'est intéressant quand il meurt vraiment, enfin ouais, avant qu'il meure pardon, ils vont se balader dehors parce elle veut absolument sortir et c'est le moment d'apaisement où ils sortent tous les 2 sous la pluie et ils vont manger quelque part et c'est dans la foulée de cette soirée-là que va se dérouler le meurtre de son petit ami, où on ne sait pas vraiment la relation qu'ils ont, mais c'est pas grave, à ce moment-là, elle a tout perdu pareil, elle est comme les autres, elle est complètement déracinée, elle a plus de famille. Quand même la famille, c'est pas une famille, c'est pas la meilleure famille qui soit en tant que telle, n'empêche que c'est ce qui la raccroche à quelque chose, c'est un repère et là, soudainement, elle perd son repère et elle sombre effectivement dans la rage, la fulgurance, de la rage et c'est impressionnant. Pour le coup, elle est vraiment impressionnante, je trouve elle. ouais, c'est ça, parce que ceux qui sont seuls et qui errent, bah, ils survivent comme ils peuvent, et ceux qui veulent quand même se trouver une famille alors qu'ils ont été abandonnés dans ce Japon, dans ce Tokyo où ça va pas très bien, finissent du mauvais côté, donc dans une famille de criminels, etc. Même le flic tout seul, là, il rigole et tout, mais moi j'aurais très vite fait imaginer que quand il rentre chez lui, il est tout seul à picoler, il Ben est ouais, ouais. triste dans son coin. Tu le sens d'ailleurs avec son costard là, il y a quelque chose qui fait qu'il vit pas vraiment, enfin il s'amuse du malheur des autres parce que sa vie est très monotone à côté, quoi. Tu as une constellation de personnages comme ça. Et bon, il faudra qu'on revienne plus tard sur le personnage de la chinoise, parce que ça va peut-être transitionner vers une zone spoiler, parce que d'une certaine manière, mais on l'a mentionné tout à l'heure, la rencontre entre Yuri, je vais y arriver, et Léo, magnifique. Ben Cette oui. scène de rencontre, donc fuite de l'hallucination, et il y a un plan, alors voilà, elle court vers lui. C'est vrai que ça fait presque cliché de comédie romantique, mais Mais totalement. voilà, elle est poursuivie. Et après, on a un plan comme ça de côté, où il y a une connexion. Alors, ils vont pas là, c'est une fuite vers une rencontre fuyante, parce qu'ils se rencontrent pas vraiment, ils se croisent. Lui, il va, et c'est lui qui décide d'intervenir dans le destin de Yuri en frappant son assaillant, quoi. Sachant qu'il vient Avec une effectivement, corde à linge, il fait du catch d'ailleurs. oui, tout à fait. Ça Et change sachant de que la boxe. c'est juste après le moment effectivement où parce qu'il a ce moment vraiment où il vient d'apprendre qu'il a cette tumeur En au cerveau plus, et il est complètement aéré dans ce truc en disant: «Mais qu'est-ce que je vais foutre de mon existence?» Et il est déjà mort à ce moment-là. Je pensais vraiment quand le médecin il y a tout un truc assez chouette sur la fin, on y reviendra, mais le médecin en tant que tel, quand il lui annonce ça, ça y est, il est mort, il ne sait plus quoi faire de sa vie. Déjà qu'il se faisait chier à la base, il est dans cet ennui existentiel. Là, ça le met dans un truc où finalement il a plus peur de rien, il y a plus rien qui peut l'atteindre puisque de toute façon et soudainement, tu sais pas pourquoi, ce truc-là, tu parlais de la chinoise qu'il va rencontrer aussi dans le restaurant, c'est encore une fois que des rencontres fortuites en fait, c'est des choses complètement tu parlais de hasard tout à l'heure, il pourrait très bien se louper, mais non, ils se rencontrent, ils se croisent. Cette chinoise-là qu'il retrouvera plus tard, cette jeune femme, cette Yuri qu'il croise, qu'il n'aurait pas dû croiser, il aurait pu ne pas intervenir et tout ça, c'est le hasard encore une fois. c'est intéressant ça, parce que il devient presque, maintenant qu'il sait qu'il va mourir et qu'il n'a plus rien à jouer. Déjà avant, c'était un peu le cas. Il devient presque une sorte de vigilante, si tu veux, une sorte de Ouais. super-héros, de justicier, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que derrière, il va faire des choses pour la protéger qu'il n'aurait jamais faites sinon. Et ils vont réussir beaucoup de choses. C'est intéressant ça, parce que il a déjà touché à cette idée. Zebraman, alors évidemment un peu autrement, mais quand même, Zebraman, c'était quand même l'histoire d'un père de famille qui était plus ou moins rejeté au sein de sa propre famille. Mmh. Enfin, Oui, c'est vrai. voilà, il y a ça aussi. Et là, oui, là, il erre comme mort, comme si c'était un fantôme qui décide d'intervenir et de jouer à Dieu.
C'est intéressant aussi. Et c'est peut-être ça d'ailleurs que Mickey a voulu mettre en place dans ce film avec son scénariste. C'est que, au final, peut-être que pour changer les choses, il faut être comme mort et jouer sur le destin pour peut-être démarrer une autre forme de vie, d'une certaine façon. Et il faut traverser cette nuit. Comme là, comme elle va traverser l'écran là, il faut après traverser cette nuit, ces embûches. Bon, c'est pas un monomythe de Campbell, mais on n'en est pas loin. Tout à fait. Il y a un truc effectivement où il y a. Bon, c'est une quête initiatique aussi. C'est un personnage c'est une résurrection, c'est une renaissance, tout ce qu'on veut. Effectivement, c'est un personnage qui est mort et qui va progressivement retrouver par des éléments complètement fortuits, qui va retrouver une sorte d'élan vital. C'est soudainement ça. Il y a un truc. Waouh, pourquoi ce moment-là, encore une fois, pourquoi il le fait. Même, je crois que c'est clairement dit dans un dialogue. Il sait pas pourquoi il le dit quand ils sont en train de discuter un petit peu plus tardivement dans le film, quand ils sont cachés je spoil pas vraiment parce qu'on spoilera tout à l'heure, mais ils sont cachés tous les deux dans un hangar et ils discutent et il lui dit, je sais plus comment il lui dit ça, mais qu'en gros, il sait pas pourquoi il a fait ça. Il l'a fait. Et maintenant parce qu'il y a une autre révélation plus tard, il sait ce truc-là. Il y a un dilemme qui se trouve en face de lui. Est-ce que je continue dans cette voie, dans cet élan vital, ou est-ce que je retourne dans ma torpeur? Parce que finalement, ce qui donnait un sens à mon existence, c'était justement l'idée que soudainement, je prenais conscience de ma contingence, du fait de ma mortalité. Et là, presque, on me l'enlève. Je vais rester très flou. Mais voilà. Non, mais et puis après, c'est là où Mickey rentre dans son style de cinéma, c'est-à-dire en étant très hybride sur plein de choses, hybride dans ses styles, parce que tu en as parlé tout à l'heure, on n'est pas loin de la comédie romantique, et il y a des moments où même dans cette comédie romantique, il y a une hybridation. Il y a une scène qui est très forte dans le métro. Alors, en face, il y a le papa, donc l'hallucination qui danse, parce que elle a cette hallucination et il lui met sa musique extraordinaire, la composition musicale du film d'ailleurs. Tu as un thème au didgeridoo et tout qui mélange plein de styles musicaux et je pense que c'est composé par, alors en plus c'est quand même l'un des compositeurs attitrés de Takashi Miike, c'est Koji Endo, qui fait un travail musical remarquable sur certains points, voilà, on peut le signaler. Un peu universel dans ses thèmes, c'est vrai qu'on se croirait en Australie au milieu des aborigènes par moment avec certaines touches, mais ça bascule vers le côté plus orientalisant derrière. Et à ce moment-là, il essaye de l'apaiser avec sa musique. Cette musique, il l'aidait à se concentrer pour l'entraînement d'ailleurs. Et elle entend cette musique, et c'est comme si son hallucination l'entendait. Il y a l'hallucination père qui danse. Et il y a un moment de dialogue remarquable à ce moment-là. C'est à la fois flippant et drôle. C'est-à-dire qu'elle est flippée et elle rigole à la fois. Et ça, c'est Mickey, parlait d'hybridation. Et là, il rend son film, à plus d'un moment, à la fois très flippant, glauque, et très drôle, décalé. Et ça, c'est rare aussi d'y arriver. C'est une séquence qui m'a fait... Alors, pourquoi, si je sais pourquoi, parce que le contexte est le même, qui a beaucoup fait penser à la séquence de la fourmi dans Oldboy, en fait, qui a à peu près la même tonalité, en fait, quand le personnage de Mido raconte à Odeisu que quand elle est seule dans un lieu, et notamment, bon, là, ça se retrouve dans le métro, on a un flashback quand elle est dans le métro, ou en tout cas, à un moment donné, une sorte de parenthèse où elle se retrouve dans le métro, et elle dit quand elle est seule, elle voit des fourmis, parce que justement, les fourmis sont les seuls animaux qui ne sont jamais seuls. Et elle explique ça, puisque Odeisu lui explique quand il est dans l'appart, et enfin, nous, on le voit, pour les cas, il est à un moment donné où il est dans l'appart enfermé, séquestré, il y a toutes ces fourmis qui lui accrochent le visage. Et donc, il lui explique ça et elle lui raconte ce truc-là. Et je trouve que ce moment un petit peu de parenthèse, presque enchanté, poétique, mais en même temps un petit peu flippante et un peu étrange, je trouve que ça, dans ma tête, en tous les cas, ça a fait. Encore une fois, je ne pense pas pour le coup là, que ce soit directement un emprunt ou une référence à ce qu'on trouve chez Park Chan-wook, mais je trouve que dans cette idée de dialogue que moi je construis entre ces films-là, qui sont des films qui me tiennent à cœur, pour le coup, parce que First Love est un film qui tient maintenant très à cœur, il y a un truc qui fonctionne de manière très... Il y a une sorte de dialogue qui se crée, en tous les cas, entre ces deux séquences-là, qui a fonctionné en tous les cas, qui a fait écho. Et à partir de là, on restera dans ce mix, alors mix entre flippant et drôle, et entre l'humour et la violence aussi. Ça, c'est très miquesque. Il y a un moment, voilà, bon, c'est pas un spoil parce qu'on s'en fiche, on l'a dit, c'était des PNJ. Bon, il y a quand même quelques personnages qui meurent, et d'ailleurs, les fusillades, tout ça, des sortes de drugstore, je sais pas trop quoi, là. C'est jouissif, ça dure plusieurs minutes en plus. Et t'as ce personnage qui s'est pris des balles d'ailleurs avant. Il ressent rien, il a même pas l'air d'avoir un gilet pare-balles. C'est là, on n'est pas loin de Dead or Alive, là. On n'est pas loin de Dead or Alive. Il se fait couper le bras, il est en mode, il rigole, ça fait mal, et après d'ailleurs il dit, je crois.
Parce qu'en plus, il est défoncé à la mette aussi, parce qu'il y a tout ça avec Oui, mais bon, oui, voilà. c'est Mickey quand même, quoi. Mettre ou pas mettre, c'est jouissif de voir ça. Et d'ailleurs, en face, on a le personnage de Julie qu'on a vu plus tôt, qui déverse sa rage, quoi. Mais C'est il y Julie a ou la chinoise? Je sais plus. Mais bon, parce que de dos, je crois qu'elles ont la même couleur de cheveux, un peu. Mais bon, en tout cas, il a mal. Ça me rappelle, ça me rappelle le sketch des Inconnus. J'ai beau être matinal, mais j'ai mal. Mais ouais, ça m'a fait penser. Je suis désolé parce que Tilky s'exprime. Je pense que c'est parce que est-ce que tu m'excuses juste quelques secondes? Je vais ouvrir une fenêtre parce que je pense que Oui. il y a un chat qui veut rentrer. Ça m'a fait penser à un truc, parce que tu parlais du fait que le scénariste c'est celui de Sukiyaki Western Django. Aussi, tu te rappelles, je pense, du shérif qui en prend plein la gueule pendant tout le film, qui termine empalé sur une croix qui lui tombe dans le bide et il se trimballe avec cette croix plantée et il est tout le temps en train de marcher. C'est vraiment un truc que je trouve très, très curieux dans l'approche aussi. C'est ce type de personnage un peu immortel, mais qui sont des personnages vraiment de manga, en fait, vraiment où il est Mm. absurde jusqu'au bout. Voilà, le personnage est très drôle, en fait. Je trouve que ce personnage-là, il est marrant et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il me dit quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose dans sa démarche, dans ce qu'il veut faire, dans sa démarche d'enfant pour égater et cetera, qui veut prouver, à sa famille, criminelle qu'il a quelque chose, qu'il veut les doubler et cetera. Il y a quelque chose de pareil de cette sorte de quête de désespoir. C'est un personnage qui se fait chier, qui est dans un ennui existentiel aussi et qui fait tout pour pimenter son existence. C'est-à-dire que même ces gens-là qui sont dans la criminalité, qui sont censés avoir quelque chose d'un petit peu d'outrepasser les lois, d'outrepasser ces trucs-là, même eux, ils s'emmerdent en fait dans leurs conditions humaines et la seule manière d'exister et de vivre, bah, c'est de pimenter le truc, là, en court-circuitant la réalité et je pense, en fait, tous les personnages, si on regarde vraiment l'ensemble des personnages là, vraiment tous, c'est tous des personnages qui, à la base, errent dans une existence dans laquelle ils s'emmerdent et ils ont besoin de ce shoot d'adrénaline. C'est comme si Mickey s'adressait aux spectateurs en disant: «Voilà aussi, mon film est un shoot d'adrénaline qui te fait, toi à toi aussi, spectateur, prendre conscience de ton existence». C'est très tsukamotesque de manière très différente, mais Tsukamoto, c'est ça le discours de Tetsuo, c'est de dire: l'être humain dans Tokyo, il est déshumanisé parce que Tokyo est déshumanisant et c'est le fait de passer par la mutation monstrueuse, qui fait que finalement c'est là qu'on se retrouve le mieux. Je rappelle, en Tetsuo 2, tout Tokyo, l'étalonnage, enfin la colorimétrie de Tokyo, c'est bleu, c'est une sorte de truc bleuté très froid et quand on arrive dans le sous-sol avec les monstres, tout est très rouge, c'est que des couleurs chaudes. Donc finalement, quand on est spectateur, on est mieux dans cet endroit-là, avec la violence, avec la folie, on est mieux là-dedans que dans ce Tokyo où il y a une sorte on va dire d'une sorte de truc très, très beau, très, très, on va dire, très, très égal, où il se passe pas grand-chose. On est presque endormi, où on est des zombies et je trouve que ce film-là, en fait, c'est presque dans ce qu'il dit des personnages, il te dit presque: «Toi, spectateur, réveille-toi, fais quelque Aussi. chose, bouge-toi». Et tu as un personnage qui va être Mickesque. Alors, ça va nous faire transitionner peu à peu dans la zone Oui, spoiler, mais le personnage le plus Mickesque n'est pas japonais dans le film. Et c'est une femme. oui, bien sûr. C'est une gangster chinoise, hein, grosso modo. Quand on la voit la première fois dans le film, dans ce resto chinois où Léo travaille, elle apparaît comme ça, on ne sait pas trop qui c'est. Bon, elle boit un petit coup. Elle semble tellement déçue de son expérience au Japon, elle le dit. Elle parle du manque d'honneur, notamment des Mmh. Yakuza. C'est intéressant. Je trouve que Et c'est elle va te important aussi, citer du coup. En plus, elle est fan de cinéma, à mon avis. Takashi Miike, ici, il met une de ses références. On parle d'un acteur qui s'appelle Ken Takakura. Alors, je ne sais pas dans quel film, où il jouait un gangster japonais, donc Yakuza, qui était adepte du confucianisme. Donc Confucius et tout. Elle est là, elle dit voilà, de tels hommes de valeur, ça n'existe plus. C'est intéressant parce qu'on est dans ce discours un peu conservateur à la Takashi Miike, dont on en a déjà vraiment parlé. ouais. Et on questionne l'idée que aujourd'hui, il n'y a plus d'humanité. Tu as le patron du resto qui dit à côté, bah, aujourd'hui, on n'a plus le temps, hein, dans ce monde, on n'a plus de place pour l'humain. Mmh. C'est très cynique, très blasé, le gars. Et à ce discours-là, il y a le repère, Léo, elle le voit, ardu à la tâche, un peu ailleurs. Et elle dit, ah, il est japonais, lui. Et ben ça va avoir une importance plus tard. Et c'est un Mais petit ça, c'est gé passage-là où tu as l'impression qu'il y a une réflexion philosophique à la Mickey. Et il nous annonce comment peut-être il pourrait y avoir une porte de sortie, finalement. et ce qui est génial, c'est qu'on y reviendra après, mais encore une fois, ce truc-là d'une rencontre fortuite, lui, fait pas vraiment plus ça qu'attention à elle. Elle est un peu bourrée, ils sont vraiment dans une sorte de truc de discussion de bar et en même temps, ce truc-là, effectivement, va avoir une importance capitale derrière puisque ça alors,
tu l'as dit philosophiquement, oui, ça a une importance capitale et narrativement, ça a une importance capitale et quand tu parles de porte de sortie à la fin, c'est un personnage qui est pour le coup plein de valeurs, hein. Je pense qu'un des éléments qui est très important, elle en parle à la fin, je ne dis pas dans quel contexte parce qu'on n'est pas encore en spoiler, mais elle parle de bonté beaucoup à la fin, la question de la bonté. Que ce qui fait la valeur d'un être humain, c'est sa bonté et je trouve qu'il y a un truc super beau là-dedans, en fait. On pourrait le prendre de prime abord comme un truc un peu réactionnaire, un peu conservateur de Miike et je pense qu'on l'avait dit, hein, il l'est un petit peu à certains moments, et en même temps, il y a quelque chose aussi de laisser l'avenir aux plus jeunes aussi. Il y a quand même cette idée de transmission. C'est-à-dire qu'il y a à la fois en disant les choses, bah, il y a un petit peu comme ça parfois, c'était un peu mieux avant sur certaines choses, notamment au niveau des valeurs, humaines et cetera. Parce que, encore une fois, il y a cette idée de déshumanisation du monde par les grandes villes modernes que sont Tokyo et cetera et en même temps, il y a cette idée de dire: «Ouais, mais la jeunesse, moi, je lui fais pleinement confiance, pardon. Je lui donne les rênes pour la suite, je lui transmets quelque chose» et finalement, c'est ce que ce personnage fera dans une certaine mesure à la fin aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est un petit peu ce que Kitano voulait faire dans Kids Return, même Tout si à c'était fait. plus ambigu. Alors, c'est pas ce qui a été fait dans Battle Royale, par contre, quoique, d'une certaine manière, voilà. Et je pense qu'on peut maintenant y rentrer hein, officiellement dans la zone spoiler. Que se passe-t-il après cette tuerie où il y a plein de Yakuza et autres qui meurent? Eh bien, ils vont s'en sortir, notre couple. Enfin, oui, Léo et Yuri se mettent en couple. On les voit se tenir la main, ça Mmh. commence à se faire dans des moments de comédie romantique remarquables. Et ils doivent leur survie, en partie, et en grande partie, à cette donc yakuza chinoise, on va dire ça comme ça. Le terme est peut-être une bande de triades au Les Japon, je ne triades, sais je pas. pense, ouais, je Ouais, pense que c'est voilà. ça à mon avis, ouais. Qui s'appelle Chiachi et qui clairement voit en Léo et lui pose la question. Ils sont tous morts. Hein. Ouais. Le dernier Yakuza, c'est tu es Yakuza pose la question. Et elle idéalise l'idée que ce serait Léo, un Yakuza qui respecte l'honneur d'antan. Et en cela, même s'il lui dit je suis civil, je suis boxeur, ce qu'elle accepte, hein, elle a envie d'imaginer en elle que s'il était Yakuza, il serait l'idéal absolu à ses yeux. Et donc, Mmh. euh, elle les libère, hein, parce qu'elle aurait très bien pu les tuer, enfin le tuer lui en tout cas. Et elle décide de le laisser partir. Et là, on a le respect, l'humain et les valeurs. C'est-à-dire que tu as à la fois le côté conservateur, d'accord, qui revient là pour ouvrir un nouvel avenir. C'est-à-dire qu'il espère un nouvel avenir avec un petit retour aux sources aussi, Takashi Miike. Et ça, on peut le voir. Même Bird People in China, Mais totalement, ouais. et c'est le même scénariste potentiellement. Donc, voilà. C'est très beau parce que là, tu comprends, et mes premiers degrés en voyant cette scène, je me suis dit, oh là, une fois le film fini, il faut que je revienne à la scène du restaurant, direct. Oui, bah, oui, c'est et ce qui est super, bah, ce que j'aime bien dans ce truc-là, c'est qu'il y a ce truc-là, en fait, où tu pourrais à ce moment-là considérer imaginer ça, je disais tout à l'heure, où il contrecarre quand même nos attentes. Moi, j'avais quand même cette idée dans l'idée on est chez Mickey, le mec, elle le laisse partir, elle le laisse se retrouver. Donc même dans la manière dont il fait monter, en fait, la tension crescendo pour arriver à ce climax-là, tu te dis à un moment donné, le mec, il va prendre les armes ou il est boxeur, il va péter la gueule à tout le monde. Ce que Mickey ne fait pas en réalité. Le personnage reste toujours finalement un petit peu périphérique à cet affrontement, parce que l'affrontement entre Yakuza et les triades, on va dire ça comme ça, bah, il a lieu, mais il a lieu entre eux. Lui reste très extérieur avec Yuri, il reste vraiment à l'extérieur de ça. Il y a les flics qui vont intervenir à un moment donné avec une séquence que je trouve extrêmement drôle, qui est encore due à des éléments fortuits et hasardeux, qui fait que le flic véreux va se faire flinguer par les flics, mais juste par un coup du hasard. Parce qu'en plus, c'est ça, les flics se mettent à tirer parce qu'ils croient qu'ils tirent, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui ricoche et qui fait que. Et il y a tout ce truc-là qui est assez marrant. Pareil, c'est toujours cette question du hasard. Encore une fois, il ne serait pas passé ça, les choses ne seraient pas passées de la sorte. Et lui, en fait, le personnage de Léo n'intervient pas vraiment. Il va y avoir un face-à-face quand même avec un des Chinois qui est là, où il va utiliser la boxe quand même, parce que c'est important. C'est quand même, parce que c'est ce truc-là qui pose quand même au début, c'est que je ne sais pas pourquoi je me bats, je n'ai aucune raison de me battre. Et c'est pour ça d'ailleurs que son entraîneur, au moment, lui dit, mais pourquoi quand tu as gagné, tu n'exprimes pas ta joie d'avoir vaincu? Et il lui dit, bah non, mais parce que je ne sais pas pourquoi je me bats, je vois pas l'intérêt de ce que je fais, je m'ennuie. Et là, à ce moment-là, il y a un affrontement pour lui qui a du sens. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans un premier temps, il s'en prend plein la gueule par le mec. C'est le mec qui lui casse la gueule dans un premier temps. Comme s'il avait besoin de retrouver les sensations du corps, retrouver cette souffrance, dire je suis vivant. Avant d'affronter vraiment et d'y aller, il s'en prend plein la gueule pour retrouver, et c'est pareil, je prends ça de Tsukamoto parce que c'est ça l'idée de retrouver les sensations du corps, retrouver sa condition et se dire voilà, je vais mourir à un moment donné, mon corps est fragile, et ben, je vais vivre à 100% maintenant. Je vais me battre pour vivre à 100%. Et ben, il y a ce truc-là. Dans un premier temps, il se laisse faire et à un moment donné, après, il y va et il casse la gueule au mec. Et pour sauver, il le fait
parce que Yuri est derrière et qu'il veut la sauver aussi, qu'il veut la protéger. Donc je trouve ça, c'est vraiment beau en fait ce truc-là, parce que tu pourrais t'attendre à quelque chose d'hyper bourrin où le mec va devenir un héros surpuissant, si je puis dire, qui va casser des gueules. Non, pas du tout. Le personnage reste ce qu'il est, c'est-à-dire un boxeur. Il ira pas plus haut que ses capacités. Il a de très bonnes capacités en boxe, mais c'est pas lui qui va remporter la mise en réalité, en tant que tel, au niveau du combat. Il est encore un. Tu parlais de l'histoire d'amour. Moi, ce que je trouve très chouette, c'est que l'histoire d'amour aussi, pareil, elle est très chaste, elle est très discrète. C'est très, Mmh. très, très. Ils se parlent peu. C'est juste des gestes, des choses comme ça. C'est très, 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 très doux, en fait, la manière dont ça se passe. Un amour quasi adolescent, Oui, enfantin, tout à fait. dont juste, c'est un first love, hein. C'est un Totalement. first love et dont elle avait besoin, elle, qui malheureusement, à travers son métier, tout ce qu'elle a vécu, a été souillée, peut-être même par le père. Elle avait Mmh. besoin d'un vrai amour, un amour psychique surtout avant tout, et Ouais. spirituel. On en revient aussi peut-être au confucianisme vite fait, Oui. mais quelque chose qui revient de là. Et après, du coup, cette évadée, après, permet la libération. Et une libération qui va être particulière parce que, alors, je crois que c'est le Big Boss, hein, qui est blessé d'ailleurs, Oui. qui va permettre la libération du couple, mais où Gondo, c'est Gondo, je crois que ça s'appelle, enfin bon, bref, parce après, dans les noms des personnages, on peut se mélanger. Et ce Big Boss qui propose quand même, puisque tous ces hommes ont été tués, propose à Léo, limite, de le rejoindre, d'être le dernier Yakuza, mais presque, alors qu'il se sent presque, voilà. Et on a une scène absolument improbable, parce que techniquement, et là, on le voit à la fin, c'est impossible. Ils sont cernés, ils ne peuvent pas être libérés. Et qu'est-ce que fait Mickey? Mickey décide de briser la logique. Il est dans son cinéma, il se dit, mes personnages, ils sont arrivés là, je veux qu'ils se libèrent. C'est un peu une fin à la Dead or Alive. Mais On totalement. explose les codes et on sort du réalisme. Et qu'est-ce qu'il décide de nous faire avec du free jazz derrière, composé probablement par Kenji Endo, c'est extraordinaire. Une fin en animation où la voiture va voler, va passer à travers, il y a même le bang et tout, là, à travers le truc du parking, et va littéralement voler au-dessus des flics pour une scène en animation, sortie de nulle part, comme ça. C'est pas la première fois qu'il joue sur l'animation, hein. Mais là, Hein, elle est super surprenante parce que tu l'attends pas du tout, et en fait, en plus, il ne le fait que ça avec. C'est ça que je trouve c'est très chouette. C'est-à-dire qu'il y a ce moment effectivement de l'échappée où la voiture s'envole littéralement, où on n'est plus dans le réel, on est dans le manga, on est dans la BD de manière générale, on est dans l'animation où tout est possible finalement. Il y a une sorte d'ouverture à tout est possible. Ça y est, on s'est échappé et tout est possible, on va pouvoir y arriver. Et c'est vraiment très, très beau en fait. Je trouve que c'est une sorte de profession de foi poétique que je trouve très, très belle à ce moment-là. mais il en revient un petit peu aussi une forme de libération, même stylistique, Oui, qu'il a pu expérimenter dans The Happiness of the totalement. Katakuris, hein. Ou en français, c'était quoi le titre? La Maison du Malheur, la La mélodie du mélodie malheur. du malheur. Mais c'est vrai qu'à cet moment, il y a à peu près vers la fin aussi, ce moment en animation là, où on se dit, bon, c'est là où Takashi Miike il prend possession de son médium, il est dans son film, il est dans son cinéma, je sors des codes, certains vont me le reprocher peut-être, mais voilà comment j'offre une libération à mes personnages, en Ouais. sublimant le réel. Parce que de toute façon, aussi, le message il est clair, hein. Vous voyez, il y a tout ça, machin, il y a la réalité sombre du Japon là que je vous montre. C'est très difficile d'en sortir, voire pour l'instant quasi impossible dans la réalité. Donc moi, dans mon film, je fais intervenir l'animation. Une belle forme d'animation. J'aimerais Elle est bien très savoir belle. qui a bossé. Je sais pas qui a bossé techniquement dessus, mais peut-être des animateurs qui ont bossé, peut-être, je sais pas, avec au hasard Makoto Shinkai, on va y revenir. Je ne sais pas. Mais magnifique scène. Et après, alors, c'est un déluge de poésie. Enfin, le film, il rentre dans un autre monde où Mickey presque fantasme quelque chose. C'est-à-dire qu'on est dans la réalité. Après, on revient en live action. Mais il y a des trucs pour combler le final de la libération. Bon, déjà, il y a le Big Boss qui va mourir en forme rédemption d'ailleurs, hein. Il le dit, je crois, je ne sais plus quels sont les termes exacts, mais il parle des lueurs à Oui. ce moment-là. Il dit, ah oui, il dit, les lueurs de l'aube ne sont pas pour les méchants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il contemple les lueurs de l'aube au moment où il va mourir. Sous-entendu, il meurt en gentil. Voilà. Il y en a littéralement une sorte d'immense pont en fait qui l'amène presque Magnifique. dans sa rédemption. C'est et poursuivi par toutes les bagnoles de flics, et Et tu sais j'adore qu'il ça. y a Il un est le dernier jeu, Yakuza, hein, littéralement le dernier Yakuza, il est là en fait, c'est ça qui est et tu sais qu'il y a un jeu extraordinaire qui contrecarre la réalité aussi. C'est qu'au moment où il est là, avant de mourir,
t'as l'aube qui apparaît en 2 secondes. Quoi. C'est comme vrai. si on allumait la lumière. Hop, chef opérateur, tu me mets un peu de lumière. C'est exactement ça. Et c'est d'autant plus beau, on est de la pure poésie là. Et il meurt en gentil parce qu'un Yakuza chef qui va mourir en gentil, c'est pas la réalité. Donc, et puis, puisque tu en parles, l'un des plus beaux plans du film, enfin, ça se passe de commentaires, ce plan-là, ça aussi, c'est irréel. On sent que ça a été retravaillé en studio, d'ailleurs, c'est sûr. Même. Ah ben moi je T'as trouve même l'impression, alors c'est une impression que j'ai comme ça, mais c'est probablement pas ça. Hein. T'as une montée des eaux que Tokyo va être englouti. T'as presque cette impression sur cette image. Et puis ce qui est très bizarre aussi, tu vois, il meurt dans la voiture et pareil, moi je m'attendais, je me disais peut-être que c'est Mickey, on va voir un plan où la voiture sort du pont et va se disparaître dans les eaux, même pas en fait, il continue sa route. Il y a une sorte de ligne droite, la voiture ne bouge pas, elle continue sa route normalement en fait. Il est mort, hein. Et voilà, il est le mort dans la fantôme qui voiture. conduit la voiture. C'est vraiment hyper étonnant, c'est très beau et en plus il y a le côté finalement parce c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de cette quête de famille aussi. Il se pose quasiment en père en fait à ce moment-là quand il propose Père des justement à deux. aller au père des 2, voilà tout à fait. L'un n'a pas connu ses parents parce qu'il est orphelin, l'autre a connu son père, mais son père lui a fait subir, moult sévices certainement et soudainement ce méchant, ce personnage de méchant a été de yakuza en tous les cas qui se passe plutôt du côté, du mal si je puis dire, heu, se rachète aussi dans une certaine mesure, en prenant, en endossant ce rôle de père, en fait, sur ces dernières minutes pour se racheter, c'est une super belle rédemption et peut-être que c'est ça qui lui a permis finalement d'arriver, peut-être d'être accueilli, si je puis dire, au paradis, ou en tout cas d'être racheté dans une certaine mesure. C'est genre au passage, il y a juste avant aussi le duel parce que ce qui le laisse blessé, c'est un duel avec, le chef des triades, enfin du petit groupe de Chinois et pareil, c'est un duel qui est très très dans l'honneur aussi, hein. C'est un personnage qui est beaucoup aussi, comme on le disait avec la chinoise tout à l'heure, c'est un personnage qui est beaucoup dans cette démarche de l'honneur et justement ce que va faire le très jeune yakuza va énormément le choquer parce que justement il est plutôt dans ses codes d'honneur. Il y a cette idée de regarder un petit peu cette jeunesse qui arrive et dire: «Mais où sont les valeurs? Même dans le milieu du crime, vous n'avez même plus de valeurs, quoi» et ce personnage-là est parce que ce combat qu'il va faire face à l'autre personnage qui n'a qu'un bras parce qu'il lui a coupé son premier bras et il y a ce truc-là où ils vont pas prendre les armes, ils vont lâcher leurs flingues et ils vont se battre au katana, en fait, au sabre. Et il y a ce truc-là, ce personnage, je le trouve super chouette. Et il y a un dernier petit truc que moi je trouve aussi très poétique, c'est tout ce qui va précéder ce moment où ils vont se séparer avec ce yakuza. C'est comment, dans un premier temps, ils vont écarter les voitures de police pour que les 2 jeunes puissent s'enfuir, qu'ils puissent s'arrêter. Parce qu'après avoir proposé à Léo d'être un yakuza Léo lui dit non, donc il faut qu'on s'arrête quelque part. Comment on fait finalement pour que je vous laisse partir? Et ils vont choper toute la meth qu'il y a là, qu'ils avaient dans leur sac, parce que c'est Ah un petit peu oui. le MacGuffin du film, la meth, qui ne sert à rien à part Oui. d'être un MacGuffin. Et ils vont juste va éblouir, si je puis dire, les flics ou éblouir les couvrir sous un brouillard de meth pour qu'ils ralentissent. Extraordinaire. Et il y a tous ces plans très très beaux en fait avec les voitures qui sont couverts par un nuage de méthamphétamine et eux qui vont permettre de s'arrêter quelque part. Je trouve ça très beau aussi. On va passer sur une scène qui est un peu douteuse où notre chère malheureuse Yuri, un peu toxico en manque, essaye de récupérer des traces de poudre sur un gars Oui, ah qui oui, du totalement. coup a une érection. Bon, C'est c'est vrai Mickey, que ça, c'est Mickey. ça Ça c'est manquait. Mickey. Avant Mickey, pouf, il pète un neurone et il se dit je vais le faire. Hein. Je Il y vais avait le pas de faire. caca, alors il fallait une érection. Il y avait pas de caca cette fois-ci, donc Mais ce qui est terrible, c'est que tu disais tout à l'heure, le père de substitution pour les deux, ce qui expliquerait aussi pourquoi leur amour est très chaste. Hein. Il y a presque quelque chose de fraternel, en fait, oui, c'est dans vrai. leur union. Et puis alors, ce qui est extraordinaire, voilà, ça conduit tout seul. Et après, tu as une sorte d'ellipse. On ne sait pas trop comment ils s'en sont sortis. Voilà, petit bug à un moment, là, c'est pas grave. C'est un procédé critique, on s'amuse. Donc, je disais à un moment, il va y avoir une ellipse et on ne sait pas comment ils en sont sortis de ce truc. Voilà, suspension consentie d'incrédulité. L'important, c'est qu'ils s'en sortent. Et alors, il y a un truc dont on n'a pas parlé, parce que dans tout ça, à un moment, tu as notre cher Yuri qui parle d'un certain Ryuji, hein, je crois, c'est ça. Oui, tout à fait, c'est Yuji, Un oui. amour d'enfance, peut-être, Ryuji, quelqu'un qu'elle voulait avoir comme petit ami plus jeune, qu'elle aimerait voir. D'ailleurs, au début, elle hallucine l'idée qu'il soit parti, qu'il l'aurait laissé tomber, alors qu'il y a les 2 gangsters qui veulent abuser d'elle. Et à un moment, à la fin, il y a ce que j'appelle une conclusion, quasi-conclusion, à la Makoto Shinkai. Alors, j'essaierai d'expliquer après. C'est que
voilà, les deux rentrent, ils se sont pris une douche, ils se sont purifiés voilà, Oui. jusqu'au bout. Et en croisant le chemin de fer et un train, ils vont rencontrer un autre couple. Et le garçon au fond, c'est visiblement le Ryuji, qui serait peut-être un amour de jeunesse, on ne sait pas. Et Et du coup, qui aurait cassé la gueule de son père, comme il y a cet élément-là un jour où elle sait qu'il a mis son poing dans la tronche à son père. Parce que son chevalier servant de plus jeune, voilà. quoi. Et en le croisant, on pourrait se dire, ah, mais peut-être que je vais pouvoir vivre cette histoire d'amour, ou reprendre cette histoire d'amour de jeunesse. Ce qui me rappelle beaucoup Makoto Shinkai, notamment 5 cm par seconde, voyez-le, c'est ouais, on va dire 1h10 d'animation en 3 parties, d'un amour de jeunesse séparé, et puis peut-être retrouvailles ou pas plus tard, ou non, la vie continue, je reste vague. Et ben, tu as un petit peu ça là-dessus. Tu as une sorte de. Ils se recroisent, mais ils vont pas revenir ensemble. D'ailleurs, il est en couple, il est heureux, et elle a trouvé quelqu'un. Et c'est comme une idée de transmission et de passage en plus avec le chemin de fer au milieu, en mode, ben voilà, Ryuji, il a su être heureux avec quelqu'un, c'est à ton tour, Yuri, maintenant d'être heureuse avec quelqu'un, peut-être. Mmh. Et moi, je trouve ça mais magnifique, en fait, de faire Surtout qu'il y a revenir ce personnage-là. Et surtout qu'en plus qu'il y a tout se croise vraiment dans la mesure où comme il a mis le poing dans la gueule de son père, ce qu'on voit à un moment donné quand il est petit, quand elle est poursuivie par son père ou en tout cas par le fantôme de son père, au moment où Léo va frapper donc le flic en pensant que c'est le flic qui l'agresse, le flic véreux, elle, quand il se retourne, elle voit Ryuji à la place de Léo à ce moment-là. Donc c'est quasiment le même personnage. En réalité, elle a une hallucination à ce moment-là. En pensant le voir, d'ailleurs, elle lui dit Ryuji au moment où lui se retourne pour la regarder une fois qu'il a frappé le flic véreux. Et donc il y a vraiment une confusion entre ces deux personnages qui sont presque les deux facettes d'une même pièce dans une certaine mesure, qui sont la même émanation de ce chevalier servant, enfin cette personne qui va simplement la sauver en fait de ce truc-là. Et je trouve que finalement, effectivement, ce final est très, très, très beau parce qu'on est littéralement à la croisée des chemins. Ce qui est super cool aussi, effectivement, c'est qu'il y a le train qui passe, ils peuvent pas avancer, ils sont obligés de se regarder puisqu'il faut que le temps que les barrières se lèvent une fois que le train est passé. Donc il y a un face-à-face obligatoire qui se fait forcément sans mots puisqu'ils sont éloignés. Donc il y a tout en fait qui amène ces personnages-là à d'abord s'interroger, se questionner, dialoguer par le regard. Et je trouve ça très beau en fait. Et puis ensuite, effectivement, il y a le croisement, il y a quelques échanges et les chemins se séparent. Et je trouve ça Et super beau aussi. c'est la plus belle fin possible pour Yuri, qui est en mode rédemption libérée, c'est que on se rend compte que l'un des personnages dont on imaginait que ça serait qu'une hallucination existe en vrai. Tout à fait. C'est pas juste Voilà, un ça la fantasme ramène comme à le une vraie fantôme. réalité de bonheur aussi. Et à Mmh. la fin, ben, au-delà des mots, on comprend qu'ils vont s'installer ensemble, mais la caméra les filme de très loin dans un appartement où il commence à neiger. Avec le côté c'est vraiment Makoto Shinkai en live action. Hein. Non, on rigole, mais c'est un peu ça. Et la caméra est très loin, on va jamais voir leur intimité. Le film est Mickey, et donc les laisse vivre maintenant. Voilà, Et pas c'est un besoin d'en dire super plus. plan. Et il est étonnant ce plan-là parce que c'est vrai, tu dis c'est un plan d'ensemble qui est plutôt large quand même. Et en fait, on voit juste, effectivement sur une rue avec le bâtiment au fond, avec toujours C'est ce truc Kiyoshi de Kurosawa le fait aussi des mais fois. totalement. Voilà, Il y a beaucoup de mouvements dans le cadre, mais le cadre ne bouge pas et on les voit juste et en fait, il me semble, hein, j'espère que j'ai pas dit une bêtise parce que hier j'ai dû augmenter le son, il y a pas de son du tout. Il y a même pas de son diégétique qui est conservé. C'est juste un long silence où on scrute un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, eux sont pas dès le début dans le cadre. On voit juste cette rue effectivement sous la neige et eux montent et rentrent dans le même appartement et ils ferment la porte et ça se termine comme ça et c'est super beau. Sans son diégétique, il y a rien et c'est juste très, très beau. Vraiment et tu l'as dit, c'est très Kurosawa pour le coup. on peut fermer la zone spoiler. Hein. Est-ce que Takashi Miike, ici, alors, ne réalise-t-il pas, donc il y a 6 ans maintenant, l'œuvre de la maturité? Ce qu'on disait souvent dans les interviews de journalistes, notamment pour les artistes. Est-ce que c'est pas votre album de la maturité? Est-ce que c'est pas son film de la maturité? On a envie de dire maturité pour Mickey, c'est un peu de la dichotomie, parce qu'il est à la fois très mature de par son expérience, mais très immature Puis un aussi ado, en même temps parfois ça dans son approche. Mais il a réussi quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que en vieillissant, en prenant de la bouteille, il arrive à garder une forme de folie tout en allant plus loin dans ses obsessions, qui sont là depuis toujours au final, et en les rendant peut-être plus profondes, mmh. en partant moins dans tous les sens, même si on aime beaucoup les Cheat the Killer, les Gozu et tout, il y a des histoires comme ça qui sont cohérentes dans les thématiques, mais là c'est peut-être plus, je sais pas, il y a plus d'expérience, il vieillit, il pose aussi quelque chose là. Bah, ce qui est marrant que tu le dises, film de la maturité, hier soir, je me suis permis, ce que je fais pas souvent,
Mais après que j'avais vu le film, je me suis posé la question comment il a été reçu à l'époque. Et ça c'est marrant, Mmh. dans plusieurs critiques que j'ai lues, tu vas voir les même serait-ce que les résumés que tu as sur Allociné d'extraits de trucs que tu avais, je voulais juste un petit prendre la température en tout cas de la presse. Et il me semble que dans 2 ou 3 critiques qui sont posées au extrait, il y a cette idée de film de la maturité. C'est assez marrant parce que mais tu as raison en fait, je pense que c'est un film où il y a une forme. En fait, il était quand il fait, Harakiri, le remake d'Harakiri, qui fait très assassin, il se met dans un cadre très classique. Alors, on l'avait dit, hein, il arrive à faire transparaître malgré le lourd poids de ces œuvres-là qu'il y a derrière, il arrive quand même à faire transparaître sa personnalité. Mais là, il revient dans quelque chose qui est du cinéma plus proche de ce qu'il faisait aux origines, même qu'on avait vu avec Rainy Dog, des choses comme ça. Donc il revient sur un terrain qui est hors du champ baraque, et des champs baraques classiques, en plus, d'autant plus parce que ce sont des remakes. Là, il revient à son cinéma à lui, si je puis dire de manière vraiment très très directe. On n'est pas dans le remake ou quoi que ce soit. Alors évidemment, c'est un film, c'est un genre, son cinéma est bourré de références évidemment, mais je veux dire, on est sur quelque chose de beaucoup plus proche peut-être de ce qu'il a tendance à l'habitude de faire, et puis qui fait peut-être plus écho à ce qu'on a pu voir sur Itchy the Killer par exemple, parce que je pense qu'il y a pas mal de liens aussi avec Itchy the Killer. On pourrait comparer les deux, c'est intéressant. D'autant plus qu'effectivement, il y a le personnage d'Itchy, enfin l'acteur qui joue Itchy dans les deux cas. Et ce qui est très intéressant, je trouve, en tous les cas, c'est que là, il est dans son truc à lui, il est sur son terrain, vraiment. Il pourrait faire n'importe quoi. Il pourrait vraiment se lâcher, mais il garde ce côté un peu adolescent où il fait ces fulgurances mickesques, où on sent que c'est un grand enfant, qu'il a envie de s'amuser, que la séquence de baston à la fin, elle est gore, etc. Et en même temps, il pose des choses. Il est beaucoup plus posé que d'habitude. Moi, je trouve que ça fait longtemps que j'avais pas vu un Mickey que je trouve qu'il n'a pas un cachet comme ça. En fait, je trouve que le film il a un cachet très particulier. Moi, je pense dans tous ceux qu'on a vus depuis Audition, c'est peut-être le film que je trouve a un cachet vraiment hyper classieux. C'est un film vraiment très 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 beau. Les films de Mickey sont cool, même quand c'est un peu le bordel. Moi, j'aime bien quand c'est déstructuré, quand il y a un côté parfois un peu cheap, etc. Là, on est sur un truc qui est ultra maîtrisé. Et même sur la forme, pour moi, la forme est irréprochable. Tu peux reprocher des trucs sur les autres films de Mickey sur la forme. Non, ça, c'est un peu bancal, ça, c'est un peu brinque-ballant, ça, c'est un peu pour citer l'ami Dimitri Chateau-Branlant à plusieurs moments sur la forme. Là, je trouve que non, c'est d'une maîtrise absolue et j'y retrouve des trucs qu'on retrouvait vraiment à fond. Il y a aucun moment où ils tentent des trucs qui se foirent en fait. Tout marche à la perfection, comme dans Audition. Et je trouve, c'est en ça que je trouve le film très mature parce que il arrive dans cet écrin très adulte, il arrive à libérer finalement et faire exister son côté grand ado qui aime bien provoquer, qui aime bien s'amuser, qui aime bien rigoler. Mais en même temps, cet écrin, il est porteur de sens. En fait, cette adolescence, il la met au service de son propos. Voilà, qui est très très sage, je trouve. C'est un cinéaste adolescent, Takashi Miike, qui en vieillissant devient un peu adulte, mais Oui, qui garde quand même son côté adolescent. C'est intéressant parce que il garde cette folie, il la reniera jamais, mais je pense que tout simplement par rapport au regard qu'il porte sur le monde et sur les personnages qu'il met en scène, du coup, il y a une forme de, je sais pas, il a envie de creuser aussi, philosophiquement parlant, tout en marquant la noirceur globale et les problèmes de son monde à Tokyo, mais aussi quelques lueurs d'espoir quand même. Quand même. Ce sera intéressant de voir ce qu'il va faire avec Bad Lieutenant oui. Tokyo, parce que ça peut être très sombre. Sur le papier, ça va être sombre. Voir comment il intégrera. Ce sera intéressant de voir comment il intègre la nouvelle génération, parce que Mickey, il aime beaucoup mettre la nouvelle génération dans ses films. Il a fait des films littéralement dans le contexte scolaire, hein, donc voilà, ou le contexte de la jeunesse. Ce serait intéressant de voir ça, parce qu'il questionne beaucoup la jeunesse. Je pense qu'il essaye à travers ses films, avec son côté ado, il sait que les jeunes vont pouvoir peut-être aimer regarder ses films, et leur dire, voyez, là, bon, là, c'est vous l'avenir, regardez le monde, là. Regardez le monde qu'on vous laisse, un petit peu, c'est l'idée, quoi. Bon, ça va être dur, quoi. Là. Ça va être dur, les gens, là. Ça va être dur. Mais il va falloir se battre. Et il va peut-être falloir espérer autre chose que mes fulgurances pour vous en sortir, mais courage, hein. C'est ça. Hein. C'est comme le père qui se suicide dans Battle Royale. Hein. Shinya, courage. Hein. C'était ça. Ça va toujours marquer là, le message final, le père pendu dans Battle Royale. Et le message final, courage. Oui, ça m'avait littéralement, ça m'avait traumatisé quand j'avais vu le film, quand j'avais 18 ans, 19 ans. Mais ce que tu dis par rapport à Battle Royale, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, c'est quand même un film qui est, je trouve, par rapport à la jeunesse, un peu plus optimiste que ne l'est quand même Battle Royale, qui est quand même vraiment complètement nihiliste. Là, je trouve qu'il y a effectivement, il y a quand même de l'espoir, mais bon, on l'a déjà vu avec Mickey, effectivement, il y a toujours un peu d'espoir chez Mickey.
Et il y avait sur Bad Lieutenant, en fait, c'est marrant ce que tu dis. Moi, ce qui m'intrigue, quand j'ai vu ce First Love, que je n'avais pas encore vu pour le coup, je me suis dit, je vois à quoi pourrait ressembler, même formellement, en fait, son Bad Lieutenant. C'est-à-dire que ce truc-là, que ce soit chez Ferrara ou chez Herzog, il y a cette manière de traiter, je trouve, les univers, enfin, les univers urbains, nocturnes, etc., que moi je retrouverais bien en fait dans ce truc-là. Le côté un peu hard-boiled, en tout cas qu'il y avait chez le Ferrara, qui je trouve un peu moins dans le Herzog. Mais il y a un truc, ouais, que je me dis, ça pourrait ressembler à un truc comme ça. Je pense que Mickey pourrait aller dans ce même genre d'esprit visuel en termes d'ambiance, etc. Bien sûr, il fera après. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je suis très très curieux. Très nihiliste et sombre sur la société, très probablement Ouais. aussi. Mais à voir s'il va y avoir des pas de côté pour nous libérer de cette obscurité. C'est toujours intéressant. En Mais tout dans le cas, Herzog, il y avait ça, petite parenthèse, hein, mais dans le Herzog, il y a des trucs très chelous que je pense ne renierait pas en fait Takashi Miike. Alors peut-être parce qu'il y a Nicolas Cage déjà, ce qui est déjà un phénomène chelou dans la matrice de Bad Lieutenant. Mais il y a des trucs très très bizarres, notamment avec des lézards. En fait, pour ceux qui ont vu le Bad Lieutenant, il y a des trucs visuellement qui, pour moi, en fait, alors c'est la manière d'Herzog, mais ne serait pas très étrange chez Miike, qui pourrait être totalement investi par Miike. Donc voilà, je suis curieux. Voilà, excuse-moi de t'avoir coupé, Julien. non, mais c'est intéressant déjà d'anticiper. Là. Mais bon, d'ici Bad Lieutenant, on va parler probablement d'autres Mickey, parce que on a une petite liste encore là. Mais merci, mon cher Romain, pour cette découverte en commun. On aime bien découvrir des Mickey en commun aussi. Je dirais que c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et puis bon, il y en a certains, c'est sûr qu'on les a pas vus, ni toi ni moi. Et quand je dis certains, c'est certains. Et là, dérouler la liste, là, c'est le Elder Scroll. Voilà. Mais bon, mais voilà, First Love, alors peut-être que, j'ai envie de dire que par rapport à l'habitude, peut-être plus de gens l'ont vu, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu en salle à l'époque. D'ailleurs, dites-nous que l'expérience en salle, à mon avis, devait être magnifique Ouais. sur certains points, et très surprenante d'autant plus. Voilà. Voir un Mickey en salle, moi j'ai hâte, parce que voilà. Dire qu'à l'époque, mon petit cinéma le diffusait, que j'avais pas pu le voir, petit regret quand même à l'époque. Je sais qu'il était sorti en début d'année, il me semble d'ailleurs, hein, je crois. Mais moi, bon, je n'ai vu 2017. qu'un Mickey en salle. Moi, j'en ai vu qu'un seul. C'est pour ça, c'est une frustration. Celui-là, je l'avais loupé aussi. Le seul film de Mickey que j'ai vu, c'était One Miss Call dont on a parlé. C'est le seul que j'ai vraiment vu parce qu'il avait le droit aussi, un petit peu comme First Love, à quand même une grosse distribution parce que il y avait ce côté un peu film quand même plus grand public en tous les cas que les autres, en tous les cas. La mort en ligne, ouais. Oui, voilà, ouais. Le fameux La mort en ligne, ouais. Mais en tout cas, merci Romain, et puis retrouvez Romain Merci à toujours toi. sur sa chaîne, et sur ta chaîne, on a aussi de belles aventures, notamment Gokesque, Gokesque. où on revisite le cinéma un peu underground, horrifico, fantastico, peut-être science-fictionno aussi. On pourra ouvrir, hein. Français. Ah bah totalement, oui. Ouais, il y a de quoi faire. On Et puis, prépare peut-être des surprises. voilà, sans teaser, enfin, je tease rapidement, mais il va y avoir certainement un épisode avec on sera peut-être en trio. Voilà, je le Ah oui, tease parce comme que ça. on autorisera des gokisations avec une tierce personne de temps en temps, parce qu'on aime De bien temps se en faire plaisir. Et merci Romain, et pour ta Merci à toi. générosité, et toujours ces grands moments miquesques. Ils vont nous poursuivre probablement jusqu'à la fin de notre existence, et Et c'est ça qui est beau. c'est ça qui est beau. Et puis il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, hein. Et désolé pour quelques petits problèmes techniques, mais c'est pas grave, hein. C'est des petits cuts de temps en temps, parce qu'il y a eu des petits bugs, ça arrive de temps en temps. Et on salue Tilki au passage aussi, qui va Ouais, qui s'est bientôt beaucoup peut-être exprimé. à nouveau interpréter un rôle au cinéma, mais on n'en dit pas plus. Ça va arriver. Allez, à la prochaine. Salut. Ciao.